Approchez. Les podcasts de Foodart. Des rencontres inoubliables, des entrevues, des news, parce que l'art est absolument essentiel. Un vent nouveau souffle sur la culture à Paris. Retenez bien ce nom. Adrien Grassard, le jeune auteur et comédien, reprend le théâtre Les Déchargeurs. J'ai eu la chance de le rencontrer. Il m'a parlé de sa passion, de ses envies, de ses désirs. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien Grassard, on parle de vous partout dans Paris, dans le milieu du théâtre, et en même temps on vous connaît pas vraiment. Non. Parlez-moi de vous. Non, oui, c'est vrai que j'ai un peu débarqué de nulle part. J'ai 24 ans et j'ai découvert le théâtre un peu par hasard en tant que comédien. Arrivé au lycée et on m'a dit que je pouvais pas faire autre chose qu'un bac pro vente parce que j'étais trop bête. Oui, d'accord. Donc j'ai fait un bac pro vente et c'était très sympa. Mais je cherchais d'autres choses qui pouvaient un petit peu, m'animer, on va dire. Et du coup, j'ai tapé en fait tout bêtement atelier à La Rochelle et je suis tombé sur un atelier de théâtre qui était dirigé par Sophie Apéa, qui s'appelle le théâtre de l'alchimiste. Et en fait, voilà, j'ai mis ma candidature un peu par hasard en me disant on verra. C'était une compagnie de théâtre amateur. Donc là, stress ultime parce que j'étais assez timide et je me suis dit en fait, je suis bien ici. Je vais rester. Un vrai déclic. Un vrai déclic. Un truc où je me suis dit en fait sur scène, c'est là où il faut que je reste et donc naturellement après je suis parti au cours Florent et là-bas j'ai rencontré une petite famille théâtrale. Ce qui nous a amené et c'est très résumé du coup au bout de 5 ans au fameux confinement. Et vous pendant le confinement, alors que tout le monde arrête tout, vous rachetez un théâtre en fait. Voilà, mais alors à la base j'arrête tout aussi. Et je me retrouvais sans rien finalement. À me dire mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Puis à ce moment-là, moi je suis pas intermittent, j'ai besoin de manger comme tout le monde et je me rends compte que je vais pas pouvoir monter sur scène pendant un moment qui est un petit peu ma raison de vivre et que la seule chose qui me reste c'est écrire, sauf qu'il y a plus rien qui m'inspire parce qu'on est confiné, qu'on ne sort plus, qu'on voit rien, donc tout le monde l'a vécu, qui est très compliqué quoi, où on remet un peu tout en question. Je commençais sincèrement à me demander si j'allais pas changer de voie et miracle, je vois passer sur Facebook une annonce pour les décharges. Elisabeth Bouchot qui était l'ancienne directrice avec qui on avait échangé par mail me dit bah si vous voulez vous visitez, donc on a le hall, on a la grande salle, on a une petite salle en bas, mais derrière il y a des caves immenses et ça vraiment je me suis dit mais celui il vit en fait, il est vivant, il y a un potentiel, non seulement il y a un potentiel mais surtout il y a une âme en fait. Et suite à ça, l'équipe qui a appris que j'avais visité le théâtre m'a contacté, notamment Rémi Prin qui est programmateur et m'a donné un rendez-vous. Ce rendez-vous qui devait durer 1 heure a duré 5 heures et on a discuté un peu de ce qu'on ferait, de ce qu'on aimerait changer dans le milieu du théâtre si jamais ça se faisait. Et justement, quels sont vos rêves en fait par rapport à ce théâtre? En tant que jeune comédien et jeune auteur, à ce moment précis de ma vie, je me disais il y a un truc qui me dérange, notamment l'histoire des minimums garantis. Donc les minimums garantis, je rappelle un peu ce que je sais que tout le monde ne le sait pas, mais en fait c'est un minimum que prend la salle sur le nombre de places par soir. C'est-à-dire que sur 80 places, le théâtre pourrait dire moi j'en prends 30 pour être sûr d'être rentable quoi qu'il arrive. Le problème c'est que si la compagnie un soir ne fait que 10 places, ça sera à elle de payer la différence et donc les 20 places. En fait, si on prend la chose basiquement, c'est impossible de monter une pièce. On change tous de boulot. Et du coup, moi je me disais mais il y a peut-être des possibilités de rendre plus accessible aux jeunes compagnies un théâtre, un lieu, un plateau pour qu'ils puissent s'exercer, commencer à faire des premières pièces, qu'il y a des gens qui sont vraiment très très forts, même s'ils ont que 20 ans, même si c'est leur première pièce, mais on leur donne pas de visibilité. Et donc ça, c'était le principal axe. Rémi est totalement d'accord avec moi, et d'autant plus derrière, quand je remontais le fil, toute l'équipe qui était déjà là à l'époque était complètement d'accord avec moi. Ils faisaient déjà des choses pour ça, notamment le festival Courmet Pavie, qui a été créé par Rémi justement et Emmanuel qui sont là, qui sont toujours dans l'équipe. Et donc de cette discussion, en fait, on s'emballe un peu, et on finit, il me semble, à 2h du matin, devenu vraiment sérieux. En fait, c'est ça, cet achat de théâtre-là, c'est pas du tout réfléchi, en fait. Ça s'est fait avec l'équipe, et je crois que c'est ça qui change beaucoup de choses. Et donc, on a passé des semaines et des semaines, on en est arrivé à un moment à se dire, en fait, c'est faisable. On a un truc qui, sur papier, en tout cas, tient la route. Et c'est ce que je leur ai dit plusieurs fois, et que j'ai dit aussi dans plusieurs interviews, c'est que si ça n'avait pas été collectif, moi, j'y serais pas allé. Ça servait à rien, on aurait été dans le mur, il aurait fallu se battre, en fait, pour faire vivre un projet et l'imposer à quelqu'un. Et là, en fait, c'est vraiment que ça s'est fait tout seul. On fonctionne encore énormément en collectif. Même sur la programmation? Même sur la programmation, complète Rémi Prin qui fait la programmation, mais on est hyper collectif parce que Emmanuel qui est chargé de com et qui fait aussi un petit peu d'administration, un petit peu de comptabilité, elle est vraiment tout entre les troupes et nous le théâtre, on met tous la main à la pâte. Est-ce qu'on peut dire que le fil rouge un peu d'une saison ici, ce serait place à la jeunesse, à la création, à la créativité? Ouais, complètement. Ça se ressent très fort depuis septembre. Ouais.
Ouais, en fait, nous, on a l'envie d'aller voir un peu ailleurs et de laisser place aux jeunes. Il y a un vrai problème dans l'émergence aujourd'hui. En fait, le problème du milieu de l'émergence, c'est que on reste entre nous. Mais c'est pas parce qu'on le veut, c'est malgré nous. C'est-à-dire qu'en fait, on nous a mis des lieux dits pour l'émergence, et c'est vachement problème, c'est que dans ces lieux-là viennent que d'autres émergents, que des blogs qui sont spécialisés dans l'émergence, et finalement, on n'arrive jamais à crever un peu le plafond pour passer à un autre niveau, on va dire. Passer donc d'immerger à émerger. Peut-être, du coup, je sais pas comment on appelle les gens au-dessus, mais en tout cas... Du coup, comment fait-on ? Moi, je crois sincèrement en la transmission. Et je crois vraiment à cette espèce de passage de flambeau entre une génération et une autre. Et je trouve que dans le théâtre, ça existe de moins en moins. Ça existe encore, mais ça existe de moins en moins. Et donc, du coup, moi, ce que je voulais faire, c'était créer avec un lieu une rencontre entre des jeunes qui débutent et des gens un peu plus confirmés, donc souvent d'une autre génération, qui eux sont déjà reconnus par le public, qui ont déjà, entre guillemets, fait leurs preuves, qui sont des artistes, mais complètement établis. Pierre Note va voir la pièce d'un jeune et qui lui dit « Ah, j'ai bien aimé ton écriture, mais il y a ça. » C'est vachement bien. Et surtout pour l'échange du public. Parce que, je reprends Pierre Note en exemple, parce qu'il va jouer chez nous en novembre. Quand on prend un Pierre Note, il est complètement établi dans le milieu. Le public le connaît, le reconnaît. Je veux dire, on dit on a Pierre Note, les gens ont cette curiosité-là de dire ok, on va aller voir, c'est la nouvelle pièce de Pierre Note. Et ben, face à Pierre Note, joue une compagnie dont c'est le premier spectacle. Et donc nous, ça nous permet, une fois que le public est venu pour Pierre Note, de leur dire voilà, vous avez vu des choses que vous connaissiez déjà, vous avez aimé, mais venez voir aussi ce spectacle-là, parce que c'est des jeunes et ils ont pas du tout à rougir face à Pierre Note. Et en fait, c'est ça l'idée du lieu. C'est non seulement que le public se croise, puisse passer d'un spectacle de quelqu'un qui a un peu tête d'affiche à quelqu'un qui n'est pas du tout né au bataillon pour faire des découvertes, mais aussi le croisement entre artistes. Et je crois que dans le théâtre, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on a tendance à beaucoup cloisonner les choses, à dire les jeunes ils sont là, les vieux ils sont là, ceux qui ont réussi ils sont là, ceux qui réussissent pas ils sont là, et à juger vachement au CV à l'instant. Vraiment d'arrêter de mettre des barrières et de dire tout le monde est les bienvenus au déchargeur, que ce soit en artiste ou en spectateur, et on choisit surtout des projets qui nous plaisent. Et je dirais que le point de connexion à ça, c'est finalement le centre du théâtre qui est le bar, ouais. Et qui est un endroit ultra agréable où on est d'ailleurs, oui. Et qui donne envie de rester, ouais, complètement. De discuter avec les artistes aussi. Ça c'est un autre point qui est hyper important pour moi, c'est que le théâtre c'est pas du cinéma. Quand on va au cinéma, on voit un film et puis bon, les acteurs sont pas là, ils sont derrière un écran, donc on s'en va, on rentre chez nous et on mâche un peu le film dans notre tête chacun de notre côté et puis on discute avec des amis plus tard. Pour moi, le théâtre c'est un art qui est vivant et je trouve ça très dommage. Et nous, on a cette chance d'avoir un énorme hall en fait, enfin un énorme, j'en rajoute, mais en tout cas un hall qui est assez spacieux. Et je trouve que c'est vraiment essentiel de pouvoir échanger autour des pièces. Et puis en tant que spectateur, échanger sur les pièces. Et surtout aujourd'hui, on est dans un milieu où le théâtre traite des sujets qui sont quand même assez mastoc. Et je pense que c'est important d'en discuter après. On a le droit de débattre et de pas être d'accord et de s'engueuler, mais en buvant une bière et tout ça. Et c'est un peu ça, en gros, l'idée du hall. Et pour moi, c'était essentiel d'avoir un lieu. Il y a aussi autour des spectacles parfois des ateliers d'écriture. On l'a eu avec Arboretum, qui était un spectacle de septembre, où on a eu un atelier d'écriture autour de ça. Donc on essaye vraiment d'amener, de faire vivre aussi le spectacle en dehors, de faire vivre les thèmes du spectacle en dehors de la salle de théâtre. Et la poésie. Bah, la poésie, elle est partout, la poésie. Non, mais je crois que vous avez envie de développer aussi cette voie. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que moi, personnellement, je fais de la poésie. Honnêtement, moi, j'ai jamais trop su ce qu'était la poésie, mais on me dit que je fais de la poésie, donc je le vois comme ça. Mais en tout cas, ça m'intéresse l'exercice d'écrire de la poésie en tant qu'auteur, et je le fais dans un podcast qui s'appelle Noircir, trouvable sur Instagram et Facebook, où une fois par semaine, j'écris ce qu'on peut appeler, voilà, un petit texte, une petite poésie sur un sujet, et à chaque fois, ça change. Des fois, c'est en alexandrin. Donc déjà, c'est un univers, moi, qui me parlait au moment où j'ai repris le théâtre. Et le deuxième truc, c'est l'héritage, en fait. C'est-à-dire que Vicky Messica a acheté cet endroit-là en 79, et Vicky Messica, c'était un grand diseur de poésie. C'était le diseur officiel de Blaise Cendrars. C'est pas que Blaise Cendrars, mais un club des poètes, donc à la télévision, de cette émission où il y avait vachement de grands. Et donc lui, il a acheté cet endroit-là pour justement y développer la poésie avec ses amis auteurs et ses amis aussi diseurs. Et donc il faisait quelque chose qui s'appelait les lundis poésie, où lui, il buvait des verres en disant de la poésie. Et donc ce lieu-là, dans son ADN, il a forcément la poésie. Je trouve que le remettre sur le devant de la scène pour revenir un petit peu à l'ADN en fait du lieu. Maintenant, il y a un deuxième truc sur la poésie que je veux développer. C'est pareil que pour le théâtre, la poésie des jeunes et la poésie qui est un petit peu plus institutionnelle. Moi, à mon sens, elle est musicale, elle peut être rappée, elle peut être slamée, mais elle est aussi juste dans un texte qui peut être juste en prose, sans rime, plein de manières différentes en fait. En fait, j'ai pas envie, encore une fois, de cloisonner les choses. Et donc, je me suis dit, on va ouvrir la poésie
dit, on va en faire le plus possible de plein de manières différentes. Donc, on a ouvert la petite salle. La poésie étant aussi l'émotion. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, la poésie, pour moi, c'est un mot valise, ça veut trop rien dire. Ça peut être un mot qui fait peur, mais en fait, les spectacles qui nous plaisent vraiment ont tous un petit côté poétique. Bien sûr, puis à partir du moment où il y a de l'écriture, pour moi, il y a de la poésie, parce qu'on va retenir cette phrase ou cette autre phrase. Et voilà, moi, dans l'idée, j'avais envie d'ouvrir vraiment à toutes les formes de poésie. Donc, on a ouvert à la musique en bas, avec toujours un texte en français, parce que du coup, j'ai envie forcément de mettre la langue en avant. Mais on a du rap, on a de la pop, on a du slam, on a des gens qui viennent juste dire de la poésie. Là, on a un spectacle là qui est là, la prose du Transsibérien, où c'est justement du Blaise Sandrars, parce que c'est un petit clin d'œil à Vicky s'il est là, où c'est juste un comédien qui dit le texte tout simplement. Et en même temps, on a Jean-Pierre Siméon qui intervient sur le lieu en tant que directeur d'édition à Gallimard et qui là ouvre complètement la poésie très institutionnelle pour le coup, en invitant des auteurs, en faisant des conférences autour. Est-ce que vous allez faire un rendez-vous régulier? Alors, et ça c'est des rendez-vous où il y a à peu près une fois tous les 2 mois. Pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on s'est dit, ça pourra évoluer peut-être. Et ensuite, pour la poésie qui s'appelle Les Mâcheurs de mots, c'est tous les premiers lundis du mois. Donc il y a eu c'était avant-hier, du coup le premier, où chaque mois, en fait, j'invite un auteur d'horizons différents. L'idée c'est à chaque fois vraiment que ça tourne, que ça change. C'est-à-dire que des fois c'est des gens publiés, des fois pas du tout. Et ces auteurs-là font un tour de texte d'1 heure. Ça c'est la première partie de soirée. Et la deuxième partie de soirée, c'est une scène ouverte et libre de poésie, sans inscription au préalable. C'est qu'il y a des gens, ils viennent en se disant je vais parler, puis finalement ils ont plus envie de parler. Et puis t'en as qui viennent en se disant non, moi je vais pas dire de poésie, et au dernier moment qui se lèvent et qui disent si, moi je veux parler, je vais dire un truc. On choisit des spectacles qui ont, j'ai pas utilisé le mot poésie parce que comme on disait c'est un mot valise, mais en tout cas qui ont du verbe, qui ont quelque chose dans le texte, une proposition, un langage en fait. C'est vraiment, il y a une patte, une connexion verbale. à la littérature, je dirais. Ouais, complètement. Côté aussi sulfureux que vous pourriez développer ici. Bah, je pense qu'en général dans le théâtre il y a un côté sulfureux, parce que c'est là où on ose dire des choses qu'on dirait pas à la télé parce que ça reste, par exemple. Puis il y a un côté aussi dans le théâtre qui est très, on est dans une salle entre nous, on peut dire ce qu'on veut. Puis c'est un personnage de toute façon qui parle. Ça a toujours été un peu la blague d'un Molière ou de voilà. Donc oui, forcément il y a un côté sulfureux. Et puis aussi c'est le fait qu'on donne la parole aux jeunes. Les jeunes sont sulfureux. Ça, l'énergie de la jeunesse. Ouais. Et c'est ça pour moi. Merci infiniment. Non mais merci à toi, c'était super. Merci d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et de me transmettre vos commentaires. À bientôt.